Madame la sénatrice Olivier Richard, Excellences, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres et qualités. C'est un honneur pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui et je veux sincèrement remercier Myriam Alouche pour avoir pris le temps de m'envoyer une invitation si personnelle et si argumentée que je ne pouvais pas tout simplement l'ignorer et dire non. Donc, chère Myriam, merci pour votre leadership et pour votre engagement. Votre aisance à jeter des ponts à travers les continents m'impressionne, sincèrement. Alors, vous le savez, je suis une ancienne journaliste et j'ai gardé certaines habitudes, comme celle de poser des questions. Alors, permettez-moi de commencer mon allocution par une question. Sam, Marc, Dario, Elon. Qu'est-ce que ces prénoms ont en commun? J'entends certains rires qui me font dire que vous avez compris. C'est la poignée d'hommes à la base de la technologie la plus puissante du monde, l'intelligence artificielle, qui transforme, aujourd'hui déjà, notre manière de travailler, d'apprendre, de nous soigner, de communiquer, notre manière de vivre. 5 hommes. Alors pourquoi commencer une conférence sur le leadership féminin par 5 hommes? Bien tout simplement parce que l'artificielle intelligence a le potentiel de tout changer. Comme l'imprimerie a transformé le savoir, comme l'électricité a transformé l'industrie, comme l'Internet a transformé nos liens. La question est donc simple. Les femmes vont-elles contribuer à façonner ce nouveau monde ou allons-nous être façonnés par lui? Pouvons-nous prendre le risque de voir les stéréotypes de genre, les inégalités, les injustices contaminer de façon viscérale et automatique une intelligence qui interviendra à tous les niveaux de nos vies? Je connais votre réponse et j'espère qu'elle s'accompagne de cette colère juste, nécessaire pour porter un combat de longue haleine. Car au-delà de ces 5 hommes, 80% des jobs dans le secteur des nouvelles technologies sont occupés par des hommes. Donc, oui, il y a du travail. Et si l'on veut que les vieux préjugés ne soient pas programmés dans le monde de demain, si l'on veut que cette nouvelle révolution reflète toute la société et pas seulement la moitié, eh bien, il faut s'y mettre. Et je vous assure, l'intelligence artificielle n'est qu'un exemple. Regardez le monde d'aujourd'hui. Les guerres, les divisions, la loi du plus fort qui remplace de plus en plus le dialogue, la diplomatie en bafouant les traités internationaux et l'état de droit. Et regardez les photos de famille à la fin des sommets des chefs d'État. De plus en plus monochrome, costume, cravate, nuances de noir et gris, testosterone. Difficile de ne pas faire un lien entre ce déséquilibre qui traduit des inégalités et l'état du monde d'aujourd'hui. Plus que jamais, le monde a besoin de davantage de femmes aux responsabilités, en politique, en diplomatie, dans les entreprises, dans les secteurs de toutes nos sociétés. Des femmes qui construisent des ponts entre les peuples, des femmes qui choisissent le dialogue plutôt que la destruction, des femmes qui façonnent un 21e siècle plus libre, plus juste et surtout plus pacifique. Les études le montrent, quand les femmes sont à la table des négociations, la paix est plus durable parce que tout simplement, l'écoute est différente, plus inclusive, les compromis trouvés plus équilibrés et relèvent moins du rapport de force, tout simplement. Je l'ai expérimenté moi-même. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, je peux vous assurer que quand il y a les femmes autour de la table du Conseil européen en nombre, ou quand elles président la réunion, la parole circule autrement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de poursuivre sur une note plus personnelle, même si Myriam a donné quelques éléments de compréhension, mais je pense que c'est important de savoir qui vous avez devant vous. Mon père est arrivé d'Algérie en Europe dans les années 40, à un moment où l'Europe avait besoin de bras pour se reconstruire et où l'Algérie, encore française, faisait face à une famine sévère. La recherche d'un travail
l'a mené de plus en plus loin de son village jusqu'à traverser la mer, remonter la France, loin dans le nord, pour atterrir finalement dans les mines de charbon de l'autre côté de la frontière, dans une des régions les plus pauvres de Belgique, là où je suis née. Alors, il y avait très peu de chance qu'une fille des mines du Borinage aille à l'université. Peu de chance pour qu'elle devienne reporter de guerre, présentatrice du journal télévisé en prime time, et encore moins ministre des Affaires étrangères. Très très peu de chance qu'elle entre à la Commission européenne pour occuper des bureaux que sa mère nettoyait à l'aube en tant que femme de ménage il y a une vingtaine d'années. Elle faisait partie de l'équipe Berlaymont, 9e étage, l'étage que j'occupe aujourd'hui. Mektoub, m'a-t-elle dit à sa façon de voir les signes du destin. Pourtant, je me suis dit que si un jour j'écrivais mon mémoire, je commencerais par « Et tout avait mal commencé ». Et je peux vous assurer que ça n'a rien d'un conte de fées, mais plutôt d'une course d'obstacles où les haies à franchir se relèvent et se révèlent au fur et à mesure que la vie avance. De la petite fille qui pense qu'elle a exactement les mêmes chances que ses frères, à la jeune universitaire qui croit qu'elle va réussir à force de travail, à la jeune mère de 2 enfants, eh bien, les épreuves se multiplient. La course est de plus en plus inégale et l'on finit par comprendre que l'art de réussir pour une femme tient davantage dans sa capacité à savoir tomber et se relever. Ce que je partage avec vous, c'est pas seulement une histoire personnelle, un ressenti. Non, c'est l'histoire des femmes d'aujourd'hui. Et nous sommes, je vais vous l'avouer, parmi les plus chanceuses. L'Europe, terre d'opportunités et de liberté, reste encore et toujours le meilleur endroit au monde pour naître femme. Notre union est construite sur des principes de solidarité, de diversité, d'égalité, des idéaux qui restent des idéaux à traduire en réalité. Car la réalité, c'est que le chemin qui mène à l'égalité est encore long. Au travail, les femmes sont encore et toujours moins payées pour le même emploi, en moyenne 11%. À la maison, elles portent encore plus la plus grande part des responsabilités familiales. Les soins des enfants, des grands-parents empiètent sur leur carrière, l'interrompent avec pour résultat des pensions moins élevées, 25% en moyenne, et un risque accru de tomber dans la pauvreté après 65 ans. Dans les entreprises, en politique, dans les postes de direction, dans les secteurs financiers, quand il faut négocier un emprunt, les portes ne s'ouvrent pas. Et quand elles s'ouvrent, elles se referment beaucoup plus vite devant une femme. Alors, je ne dis pas ça pour vous décourager. Je le dis pour que vous soyez toutes et tous conscients. Car le changement commence par la prise de conscience. L'égalité n'arrive pas toute seule. Elle se conquiert chaque jour. Et c'est chaque jour de plus en plus vrai. Le recul en arrière menace, des principes, des droits que l'on croyait acquis sont attaqués partout dans le monde. Et je repense souvent à cette phrase de Simone de Beauvoir. Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Elle avait raison. Madame la sénatrice, vous avez évoqué le CSW à New York. Et la première fois que j'ai vraiment pris conscience de ce recul en arrière, c'était là-bas. Ça m'est apparu très clairement. C'est là-bas que, pour ceux qui ne le savent pas, chaque année se tient l'un des plus grands événements des Nations Unies, donc le CSW, la Commission sur le statut des femmes. En mai 2025, la nouvelle administration américaine venait d'envoyer un mot d'ordre à toutes les entreprises et partenaires. Plus question d'égalité, d'inclusivité et de diversité. Un an plus tard, même moins d'un an plus tard, le gouvernement américain a décidé de couper toute contribution aux agences des Nations Unies qui traitent des femmes en particulier, avant de refuser d'adhérer aux conclusions générales cette année de la Commission.
C'est une situation inédite depuis 70 ans, 70 ans. J'étais là pour représenter l'Union européenne avec notre toute nouvelle stratégie pour l'égalité des genres, résultat d'une feuille de route adoptée par l'ensemble des 27 États membres dans toute leur diversité. Et j'étais fière de cette Europe qui a encore des idéaux, qui adopte des directives, des stratégies pour les atteindre, fière et triste à la fois. Triste de devenir finalement ce seul phare dans la nuit, une lueur d'espoir, pour garder le cap vers plus d'égalité dans le monde. Alors oui, le défi est immense. Au rythme actuel, il faudra encore 50 ans pour atterrir vers une égalité, femmes et hommes. Un demi-siècle, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre un demi-siècle et je suis sûre que vous non plus. Alors on s'est attelé au travail avec mon équipe. La stratégie pour l'égalité des genres que nous avons présentée peu avant le 8 mars dernier propose 30 mesures concrètes pour lever les obstacles que rencontrent les femmes et les filles tout au long de leur vie, dans tous les aspects de leur vie. Son tout premier chapitre s'attaque à la violence à l'encontre des femmes. Une femme sur 3 dans l'Union européenne a subi des violences liées à son genre. Nous avons adopté un arsenal législatif pour combattre la violence à l'encontre des femmes, la violence physique, domestique, mais aussi digitale. La semaine dernière, le Parlement européen a envoyé un signal clair pour introduire une notion européenne de consentement dans la définition du viol. Le Digital Services Act et AI Act visent à responsabiliser les plateformes digitales et à mieux lutter contre le cyberharcèlement, les deepfakes et les deep news. Je ne sais pas si vous le savez, mais 90%, 90% des deepfakes concernent en fait des déformations, trucages pornographiques faits par des hommes contre des femmes. Pour la première fois aussi, nous avons mis en lumière les inégalités présentes dans le secteur des soins de santé. Le corps des femmes est sous-investi dans la recherche scientifique, négligé dans les tests cliniques. Les femmes sont encore sous-diagnostiquées pour une série de maladies, dont les maladies cardiaques. La recherche médicale ignore encore beaucoup trop souvent les différences entre les sexes. Alors, nous avons aussi lancé une initiative avec l'Organisation mondiale de la santé pour remédier à cette injustice qui coûte chaque année de nombreuses vies. Il y a 2 mois, nous avons aussi répondu de façon positive et efficace à une initiative citoyenne, Ma voix, mon choix, en donnant la possibilité aux États membres qui le souhaitent de se servir des fonds de solidarité européens pour permettre à toute femme de leur pays ou d'un autre État membre d'avoir accès à des soins d'avortement sûrs et abordables, car près d'1 demi-million d'avortements non sécurisés ont encore lieu chaque année en Europe. Nous agissons aussi sur le pouvoir économique des femmes qui va de pair avec la compétitivité européenne. Rendez-vous compte, si on se rapproche de l'égalité d'ici 2050, le PIB par habitant de l'Union européenne pourrait augmenter de près de 10% et on pourrait créer plus de 10 millions d'emplois. L'égalité, en fait, c'est le bon sens, c'est le bien-être. Et pourtant, l'écart d'emploi entre hommes et femmes coûte plus de 390 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Les femmes, en fait, sont la plus grande source de talents inexploités. D'ici le mois de juin, une directive très importante devra être mise en œuvre au sein de l'Union européenne. C'est la directive sur la transparence salariale. Quand les salaires sont visibles, l'égalité progresse. Et nous voulons faire de l'Europe la première destination aussi pour les femmes dans la recherche, l'innovation et les start-up d'ici 2030. Au plus haut niveau du leadership, l'Union essaie aussi de montrer l'exemple. C'est une femme qui dirige, vous le savez, la Commission européenne, une femme qui est à la tête du Parlement européen, une autre femme
à la tête de la diplomatie européenne et encore une femme à la tête de la Banque européenne d'investissement. C'est un réel progrès. Et je ne serais sans doute pas là devant vous en tant que commissaire européenne si Ursula von der Leyen n'avait pas insisté personnellement auprès des États membres pour qu'on lui envoie des femmes. Et je vais vous faire une confidence. À peine mon nom était cité dans la presse comme potentielle et probable commissaire européenne de la Belgique, envoyée par la Belgique, que j'étais l'objet d'attaques sans précédent. Ma page Wikipédia a été modifiée plus de 800 fois en l'espace de quelques semaines. Et je vous assure que c'était pas pour un mieux. Et une armée de trolls s'en est pris à moi sur les réseaux sociaux. Puis la presse a fini par s'emparer de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et les fumées hallucinatoires sont devenues petit à petit réalité. Ou des vérités en tout cas. La première fois que j'ai rencontré la présidente de la commission, elle m'a dit tout de suite « Rassurez-vous, ça nous arrive toutes. Ne lisez plus les réseaux sociaux, ne lisez plus la presse. » Je vous avoue que j'étais frappée d'avoir la présidente de la Commission européenne me dire quelque chose d'aussi évident pour elle. Ne lisez plus, concentrez-vous sur vos auditions. Alors tout le monde n'a pas l'équipe d'Ursula von der Leyen et le recul nécessaire pour s'en relever plus forte, mais je vous assure que c'était avant tout une épreuve assez déstabilisante. Un tiers des femmes politiques en Europe est confrontée à la violence en ligne. Et la réaction immédiate, c'est de se retirer de ces réseaux sociaux. Mais évidemment, on disparaît. Et on se prive d'un média précieux pour communiquer. La démocratie ne peut pas s'épanouir si les femmes sont chassées de la vie publique. Pour l'instant, avec mes équipes, nous travaillons sur une recommandation pour la sécurité des femmes en politique, pour protéger les candidates et les élus contre les menaces et le harcèlement. Et soyons clairs, l'inégalité entre les femmes et les hommes n'est pas une question de femmes. C'est une question de société. Et les femmes et les hommes, les garçons, doivent faire partie de la solution. Et je suis très heureuse d'avoir devant moi quelques hommes plus nombreux. Je dois dire que, par exemple, dans les enceintes du Parlement européen, quand il s'agit de parler du consentement, de la notion de consentement ou de débat féminin. Merci d'être là, messieurs. Quand nous parlons d'une Europe libre et égale, cela inclut aussi évidemment la communauté LGBTIQ+. En octobre dernier, nous avons adopté une nouvelle stratégie pour 5 ans et nous menons actuellement un travail pour lutter contre ce qu'on appelle les pratiques de conversion. Nous avons aussi adopté en janvier la première stratégie contre le racisme, avec entre autres des séances de formation pour les médias et dans les écoles pour lutter contre les stéréotypes. Nous avons renforcé les centres pour l'égalité des chances à travers l'Europe en les rendant plus forts, plus indépendants des États dont ils dépendent, en leur donnant plus de moyens. Et pour les 90 millions, 90 millions de personnes vivant avec un handicap en Europe, l'acte européen sur l'accessibilité apporte de vrais changements, des services et des droits harmonisés à travers l'Europe, non pas offerts comme une faveur, mais comme un droit. Mesdames et messieurs, vous le savez, je suis aussi commissaire à l'aide humanitaire. J'ai visité de nombreuses zones de conflit en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, des continents différents, des guerres différentes, mais partout, la même réalité. Les femmes et les filles payent le prix le plus fort. Viol, violences sexuelles, exploitation, traite des êtres humains, torture, esclavage. J'ai visité de nombreux camps de réfugiés sur différents continents et j'en reviens à chaque fois bouleversée, mais aussi plus déterminée. Un travailleur humanitaire m'a dit un jour « La guerre au Soudan a un visage.
celui d'une femme. Et pour moi, cette guerre a le visage d'Amani. Je l'ai rencontrée à Adré, à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Et dans son regard, c'était la première fois que je voyais autant incarner la peur. La peur de revivre l'impensable, une guerre qui déchire tout. Un mari disparu, un fils abattu devant elle, son dernier-né mort de faim dans ses bras, la fuite, la terreur, le viol. Et dans ce camp, à Adré, un fragile espoir. Du Soudan à Gaza, en passant par l'Ukraine, les violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre, comme répression politique. Il s'agit d'un crime et nous le traitons comme tel. L'an dernier, l'Union européenne a consacré plus de 100 millions d'euros pour lutter contre les violences de genre et soutenir la santé sexuelle et reproductive. Nous intégrons la dimension du genre dans l'ensemble de nos financements humanitaires. Et notre stratégie comporte aussi un projet dans notre toute nouvelle stratégie appelée SHIELD, bouclier en anglais, qui est consacré à la dignité et à la sécurité des femmes déplacées par les catastrophes naturelles ou provoquées le plus souvent par des guerres, par l'homme. En tant que commissaire à l'aide humanitaire confrontée à des budgets de plus en plus réduits, je me vois répéter de plus en plus souvent que l'aide seule ne peut mettre fin aux crises humanitaires. Il faut la paix. Et pour qu'elle soit durable, il faut des femmes. En 2011, aux Philippines, des femmes musulmanes formées par l'ONU ont contribué à mettre fin à l'un des conflits les plus longs du monde. En 2023, en République démocratique du Congo, Petronile Wawenka a reçu le prix Women Building Peace Awards pour avoir mis fin à des violences interethniques et libéré des otages. Lorsque des femmes dirigent, la paix suit. Les femmes doivent être à la table des négociations, non pas comme observatrices, mais comme médiatrices, comme arbitres, comme preneuses de décisions. Et c'est cet objectif qui est défendu dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, et l'Union européenne y est pleinement engagée. Mesdames et messieurs, j'ai commencé par 5 prénoms. Permettez-moi de terminer par 5 autres prénoms. Leila, Sophia, Amina, Julia. 5 prénoms de femmes. Voilà comment je veux voir l'avenir. Des femmes qui façonnent les technologies les plus puissantes, des femmes leaders des plus grandes entreprises du monde, des femmes qui dirigent des institutions internationales, des femmes chefs d'État. Peut-être que ces femmes sont aujourd'hui présentes dans cette salle. Alors, permettez-moi de terminer avec un message simple pour chaque femme présente ici. Prenez votre place. Allez la chercher au sommet, à la prise de décision, au top du leadership. C'est ainsi que le changement commence. Quand une femme s'élève, elle en élève d'autres avec elle. Regardez autour de vous. Peut-être que la prochaine dirigeante européenne est assise juste à côté de vous. Ou c'est peut-être vous. Allez aussi loin que les rêves peuvent vous porter. Et si vous sentez vos jambes, vos mains trembler, c'est bon signe. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Parce que si vos rêves ne vous font pas peur, eh bien c'est tout simplement qu'ils ne sont pas assez grands pour vous. Merci.